Le titre, 48 heures après que le rideau soit tombé sur le 28e FESPACO qui a sacré le film Ashkal du Tunisien Youssef Chelbi, nous revenons ce soir sur les clés du succès de l'Étalon d'Or 2023. Lumière, son, scénario. Qu'est-ce qui a fait la différence? Nous avons posé la question à des spécialistes du 7e art. Les réponses dans ce journal. Dans ce journal également, les biens culturels burkinabés inscrits au patrimoine de l'UNESCO en état de désuétude, les ruines de l'Europénie, les sites de métallurgie ancienne du fer, le parc W. Arli Pendjari, sont en état de difficulté, manque d'entretien et manque de projets de visibilité. Nous revenons sur tous ces aspects dans le grand format de ce journal. Et puis, la chronique Coco de ce soir, lui, s'intéresse à ces chiffres. Écoutez bien, elle représente 33% de l'effectif total des fonctionnaires, contre 67% pour les hommes. Les femmes sont sous-représentées dans la fonction publique. Les salaires aussi font face à une forme d'inégalité criante. C'est le grand format consacré aux 7 infos, à la disparité entre hommes et femmes dans le monde du travail, notamment au sein de la fonction publique burkinabé. Voilà pour le sommaire, bonsoir et bienvenue. L'histoire se déroule à Carthage. Dans les dédales du meuble abandonné, des corps calcinés sont retrouvés et tout porte à croire que ce sont des immolations. Mais s'agit-il de suicide ou d'homicide? L'enquête commence, le suspense est total. Dans le polar Ashkal, étalon d'or du 28e FESPACO, qu'est-ce qui a fait la différence dans cette fiction du Tunisien Youssef Chelbi? Des aspects techniques au scénario lui-même, Abdelaziz Sarré a interrogé des spécialistes du 7e art. Reportage. La thématique traitée dans le film qui a remporté l'étalon d'or n'est pas extraordinaire, selon des journalistes culturels. Pourtant, Ashkal, qui traite d'une enquête policière, a ravi le Graal à ce 28e FESPACO devant Sira d'Apolline Traoré qui, lui, traite d'un sujet d'actualité, le terrorisme. Pas parce qu'elle est burkinabé, mais parce que le film était d'actualité, surtout. Parce que moi, quand on est membre du jury, il faut souvent regarder l'environnement. Les cinéastes tournent des films, ils racontent des histoires autour de leur environnement. Et notre environnement actuel, c'est ça. Elle a abordé le sujet à l'instant T et au moment où il fallait. Je ne pense pas que si elle faisait ce film en 2025 ou 2026, ça devait être encore d'actualité. Moi, je ne pense pas que ce film pourra peut-être briller encore dans 10-20 ans. Non, peut-être ça va rester dans les mémoires, mais il fallait vraiment qu'elle remporte ce prix à l'heure, à l'année qu'il fallait, et surtout au FESPACO. Malheureusement pour Apolline, le jury a plutôt choisi le film Ashkal de Youssef Chelbi au détriment de Sira. Mais qu'est-ce qui a donc séduit le jury dans cette fiction tunisienne au point de lui décerner le trophée le plus convoité des cinéastes africains? Dans une interview accordée aux médias en ligne Faso 7, Dora Bouchoucha, présidente du jury section long métrage fiction, explique ce choix. Le processus qui a conduit au choix du film regroupe des considérations politiques, de divertissement et de créativité cinématographique. Dans les 3 étalons, il y a tout ça, mais celui qui avait le plus de créativité, plus de talent cinématographique, c'est le film Ashkal. Et aux critiques du cinéma d'ajouter que rien ne s'est fait au hasard dans le film Ashkal. Tout a été pensé par le réalisateur. On a ce suspense-là qui nous tient tout le long du film. On tombe dans une paranoïa. On se demande à tout moment, est-ce que le danger ne va pas frapper même les héros du film? Cinématographiquement, c'est un film assez ingénieux dans la manière de narrer le film. Au départ, on a affaire à un polar, mais qui très vite se révèle aller chercher dans du thriller, aller chercher dans du fantastique, et c'est la capacité à mêler tout ça qui fait que cette narration porte quelque chose d'ingénieux. En plus de la créativité dont parlent les avertis du cinéma, le film Ashkal était également irréprochable en matière de son. Ce qui lui a même valu le prix du meilleur son. Le son joue,
Mais on ne peut pas dire que c'est parce que Sira a un mauvais son que forcément il a été préféré à Ashkal, parce que c'est un ensemble d'éléments. Un film, c'est pas une seule chose à la fois, c'est beaucoup d'éléments qui, mis ensemble, donnent cette œuvre-là et qui doit être appréciée dans son ensemble. C'est bien vrai, il y a différents aspects à prendre en compte, mais c'est la conjugaison de ces différents aspects qui font qu'on décide, enfin, on peut qualifier un film, on peut donner un qualificatif à un film. Régulier dans la compétition long-métrage fiction du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le Burkina Faso, qui a remporté l'étalon d'argent de Yenega cette année, n'est peut-être plus loin de son 3e étalon d'or. Et déjà, Apolline Traoré et les autres cinéastes burkinabés se préparent pour le FESPACO prochain, prévu du 22 février au 1er mars 2025. L'étalon d'or de Yenega. Et peut-être qu'au soir du 1er mars 2025, ce sera l'heure de la confirmation pour le meilleur espoir du président de la transition dans la catégorie Burkina Faso du 28e FESPACO. Florian Zoundi a présenté son trophée à sa famille professionnelle à la télévision BF1 ce lundi. L'émotion était encore palpable, même si elle était moins intense que celle d'il y a 48 heures au Palais des Sports. Roméo Koïta. Pour cette 28e édition du FESPACO, c'est elle la meilleure espoir du cinéma burkinabé. Florian Zoundi, agent de la télévision BF1, remporte le grand prix du président de la transition avec son court-métrage intitulé Le Botaniste. C'est le tout premier trophée de sa jeune carrière de réalisatrice. Après la reconnaissance des professionnels du cinéma, celle de ses collègues de service. Ce trophée est une fierté pour la maison, mais suscite aussi beaucoup d'espoir. C'est vrai qu'Apolline a raté de très peu l'or cette année, mais pourquoi pas, peut-être que la prochaine fois c'est toi qui vas nous ramener l'or, on ne sait jamais. Amen. N'imaginez pas autant de soutien, autant de personnes mobilisées derrière moi. Et là, ça fait vraiment chaud au cœur. Tu sens que c'est la famille et je suis fière en fait d'appartenir à cette famille-là. Une famille dirigée par le directeur général Issoufou Sarré, qui l'a toujours encouragé et soutenu dans ses projets. Pour lui, ce trophée est la preuve qu'il ne s'est pas trompé. Le prix du meilleur espoir, grand prix du président de façon meilleur espoir. Donc je l'ai obtenu avec mon court-métrage, Le Botaniste. Le Botaniste, oui, dont tu m'as beaucoup parlé. Oui. Encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Cela ne m'a pas vraiment surpris parce que c'est une habituellement qui est très acharnée au travail, très passionnée de ce qu'elle fait. Elle respire pratiquement cinéma. Même dans les différentes tâches ici, il faut souvent rappeler à l'ordre par rapport à un certain nombre d'activités parce que quand elle est à fond dans un dossier, elle y est. Donc je pense que ce prix vient consacrer tout ce travail qu'elle a battu jusqu'à présent dans ses différentes productions, dans ses différents projets. Et ces projets cinématographiques, c'est ici, dans ce bureau qu'elle est mûrie. Le Botaniste, court-métrage récompensé au FESPACO, est une invite à l'implication de tous les Burkinabés dans la lutte contre le terrorisme, quel que soit le domaine d'activité, à l'image du Botaniste, qui se sert des moyens dont il dispose pour se défendre. Le Botaniste, c'est l'histoire d'un spécialiste de plantes tropicales qui va utiliser ses connaissances de ces plantes-là pour stopper, pour neutraliser 2 terroristes qui l'ont pris en otage. Donc un peu pour moi, c'était une manière de montrer que chacun, à sa manière, en fonction de ses connaissances, en fonction de son niveau, peut contribuer à cette lutte contre le terrorisme. Voilà un peu le message qui était derrière. Loin de tomber dans l'euphorie, ce trophée est pour elle une pression supplémentaire. Oui. Car selon la jeune réalisatrice, il faudra redoubler d'efforts pour être à la hauteur des espoirs placés en elle. Après le FESPACO, son film a aussi été sélectionné au Festival Vue d'Afrique de Montréal au Canada, qui se tiendra en avril prochain. Au niveau de la télévision BF1, Florian Zoundi pilote déjà des projets de séries télévisées et de longs métrages.
On quitte les strates et paillettes du 7e art et du FESPACO pour plonger au cœur d'un autre pan du patrimoine culturel burkinabé. Les sites de métallurgie ancienne du fer, les ruines de l'Oropénie, le parc W. Arli Pendjari, tous des biens inscrits au patrimoine culturel de l'UNESCO et tous, hélas, presque laissés à l'abandon et sans projet d'entretien et de visibilité. C'est un grand format signé Roméo Koeta. C'est une galerie d'art en plein air. Disposées les unes contre les autres, les cases offrent une architecture unique. La cour royale de Tiébélé représente un chef-d'œuvre du génie créateur humain, au point où le gouvernement burkinabé souhaite l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La candidature a été officiellement annoncée le 15 février dernier au Conseil des ministres. Dr Lassina Semporé est maître de conférences en archéologie africaine à l'université Joseph Kizerbo et spécialiste du patrimoine culturel. Il nous parle de l'importance d'une telle initiative. L'UNESCO estime que ce bien culturel ou naturel-là est d'une telle importance qu'il ne doit pas disparaître. Qu'il faut que les générations qui vont venir puissent aussi le voir et être fiers de leurs ancêtres qui ont produit. Ça, c'est le premier objectif de l'inscription. L'autre intérêt de l'inscription est économique. Une fois sur la liste de l'UNESCO, le bien inscrit devrait avoir plus de visibilité. Mais pour que l'État en tire réellement profit, il faut en amont créer les conditions pour faciliter la fréquentation du site. Et c'est là où le Burkina Faso pêche, car le pays a déjà 3 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais les aménagements n'ont pas suivi. Il s'agit du parc W. Arli Pendjari qu'il partage avec le Bénin et le Niger. Les sites de métallurgie ancienne du fer inscrits en 2019 et les ruines de l'Oropénie inscrites en 2009. Depuis plus de 12 ans que le site est inscrit, l'État n'a pas une administration à l'Oropénie. Il y a un seul agent qui est affecté depuis les 12 ans, un guide animateur, donc de niveau BPC. C'est lui, par passion ou par d'autres raisons, qui est là-bas, qui est en même temps guide, conservateur, directeur général, muséologue, ainsi de suite. C'est le seul site au patrimoine mondial que je connais qui vit dans cette situation. Il en est de même pour les sites de métallurgie ancienne du fer, inscrits il y a seulement un peu plus de 3 ans, mais dont certains fourneaux se sont déjà totalement affaissés. Et si vous prenez le cas de Tiwega, près de Kaya, bon, ce site est détruit, il n'existe plus. Si on prend le cas de Douroula, qui est le site le plus ancien du Burkina, 8e siècle avant Jésus-Christ, rien n'est fait pour attirer des gens, pour le sécuriser davantage, etc. Le parc W. Arli Pendjari, à cheval entre le Bénin et le Niger, lui est actuellement infesté par les groupes armés terroristes. Au moment où le Burkina Faso tente d'inscrire la cour royale de Tiébélé, aucun bien du pays figurant déjà sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO n'est convenablement géré. Et du coup, on se pose des questions. Faut-il inscrire pour que le monde entier sache qu'on a des biens du patrimoine mondial, ou bien faut-il mieux s'occuper de ce qui est inscrit avant de tenter d'autres inscriptions? La cour royale de Tiébélé est pour l'instant sur la liste indicative du patrimoine mondial depuis 2012. Il reste encore plusieurs étapes avant une éventuelle inscription définitive. Au total, 1157 biens figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Afrique est le continent le moins représenté, avec seulement 96 biens. La suite de ce journal est comme tous les lundis, place à notre chronique éco. Ce soir, coup de projecteur du phénomène de la disparité entre hommes et femmes dans le monde du travail. Selon une étude du ministère en charge de la fonction publique effectuée en 2021, les femmes sont 33% de l'effectif des fonctionnaires burkinabés contre 67% d'hommes. Elles sont donc sous-représentées, mais aussi les moins diplômées, les plus nombreuses au poste d'exécution
et peu visibles aux places de responsabilité. Même les salaires n'échappent pas à cette inégalité. Archimède Boy. Fonction publique, 3 hommes pour une femme, c'est le titre de la une de l'Économiste du Faso pour traduire la faible représentativité des femmes au sein du ministère en charge de la fonction publique et au-delà dans l'administration publique burkinabé. Sur les plus de 200 000 fonctionnaires enregistrés en 2021, les femmes représentent 33% contre 67% d'hommes. Dans la catégorie A comprenant les fonctionnaires titulaires d'un diplôme universitaire, elles ne représentent que 15% contre 81% d'hommes. Dans la catégorie supérieure dénommée P, on compte 25% de femmes contre 75% d'hommes, soit une femme pour 5 hommes pour un poste de décision. Même s'il y a un grand nombre de femmes qui postulent au niveau des concours de la fonction publique, plus le diplôme exigé est important et moins il y a de nombre de femmes. Donc à la conclusion, on peut dire qu'il y a peu de femmes dans les postes de décision qui postulent dans les postes de décision dès le départ, c'est-à-dire au niveau du concours lui-même. Et après l'intégration, on se rend compte, selon les chiffres aussi, qu'il y a plus d'hommes qui sont intégrés que des femmes. En 2021, par exemple, elles étaient près de 300 000 à passer les concours de la fonction publique avec le niveau BEPC, contre 18 000 avec une licence LMD ou une maîtrise. Cette disparité se constate aussi au niveau salarial. Au 31 décembre 2021, sur un salaire total d'environ 730 milliards de francs CFA, les femmes de la fonction publique se partagent la somme de près de 230 milliards de francs CFA contre 500 milliards pour les hommes. Le premier, c'est le nombre de femmes, parce qu'elles sont assez peu représentées au niveau de la fonction publique. Et le second point, c'est aussi par rapport à leur catégorie. C'est-à-dire que même si elles étaient peut-être un peu plus représentées, qu'elles étaient toutes en catégorie D, ça fait qu'elles auront toujours un salaire bas, donc l'écart serait toujours assez grand. Malheureusement, c'est le cas. Parce que sinon, si on avait peut-être le même nombre de femmes au niveau de la fonction publique, mais qui étaient toutes en catégorie P ou E, on aurait vu que l'écart serait sensiblement réduit. Le ministère en charge de la fonction publique enregistre à lui seul plus de 192 000 agents, soit 86% de l'effectif total des fonctionnaires. En termes de répartition par région, les statistiques 2021 du dit ministère révèle que la région du centre vient en tête, devant celle des hauts-bassins, des Cascades et du Sahel. La première explication logique qu'on trouve, c'est au niveau de la concentration de l'administration, c'est-à-dire au niveau des services de l'administration. Donc on suppose qu'au niveau de la région du centre, et tous les services de l'administration y sont représentés. Par ailleurs, on note 2201 agents non encore reversés dans les statuts en vigueur de la fonction publique, avec 116 agents contractuels ne relevant d'aucun statut. Dans un tout autre registre estimé à près de 18 000 sur l'ensemble du territoire national, les agents de santé à base communautaire se sont réunis à la faveur du forum des parties prenantes de la Task Force en santé communautaire. Objectif, partager leur expérience et mutualiser leurs forces en vue de meilleurs résultats sur le terrain, notamment dans les zones à fort défi sécuritaire. Maxime Boudou. C'est une première et le ministère en charge de la Santé l'a voulu inclusive. Ce forum qui réunit les acteurs de la santé communautaire examine les progrès réalisés en matière de soins primaires. L'objectif est d'améliorer la continuité des services de santé à base communautaire, surtout dans les zones fortement touchées par l'insécurité. La mortalité due aux maladies courantes et aux questions d'accès est réduite très sensiblement, parce que les agents de santé communautaire peuvent mener les premiers soins, mener les soins de promotion, de sensibilisation aux populations. Ça leur permet de ne pas avoir des états graves de santé et d'aller forcément dans des formations sanitaires dans des situations difficiles. Donc les agents de santé à base communautaire prennent en charge le paludisme simple. Ils font la référence dans les formations sanitaires
Ils aident les femmes dans la planification familiale. À ce jour, les agents de santé à base communautaire sont estimés à près de 18 000. Il y a donc nécessité d'harmoniser les interventions sur le terrain et ce partage d'expérience se veut un cadre pour décrire les stratégies innovantes. Justement, à ce niveau, les acteurs prônent la vulgarisation des nouvelles technologies dans le secteur. Les agents de santé à base communautaire et les équipes de volontaires que nous avons utilisent maintenant depuis au moins 2 ans. Et c'est vrai que nous essayons de passer à l'échelle pour couvrir tout le pays. Des tablettes, des téléphones qui sont paramétrés pour pouvoir collecter les informations, transmettre les informations, alerter, avoir des données pour pouvoir analyser et puis permettre aux décideurs de prendre des décisions. L'UNICEF, acteur majeur dans la promotion de la santé infantile, exhorte le ministère à professionnaliser le métier des agents de santé à base communautaire qui sont souvent des acteurs formés sur le tas. Nous voulons aussi plaider pour l'amélioration de la motivation des ASBC parce qu'ils travaillent dans des conditions vraiment difficiles. On a vu comment ils sont dévoués, ils sont engagés à assurer la continuité des soins dans ces zones-là, les zones à défi sécuritaire. À l'issue des 2 jours d'échange, les recommandations seront consignées dans un document pour orienter les décideurs. Le pays dispose déjà d'une stratégie nationale en santé communautaire. Elle met un point d'honneur sur la prévention. L'élan de solidarité autour des personnes déplacées internes va au-delà des frontières burkinabées. Aux États-Unis, l'association des Burkinabés vivant à Washington a mobilisé plus de 2 milliards de francs CFA devant servir à financer plusieurs projets destinés à ces hommes et ces femmes souvent dans le dénuement total. Hassan Nakro, notre correspondant à Washington. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par l'association des Burkinabés de Washington pour venir en aide aux personnes déplacées internes dues aux attaques terroristes. Une initiative réussie grâce au crédit de confiance que les partenaires ont accordé aux membres du bureau de l'Arboa. Cette fois, je dirais, en tout cas, c'est surtout basé sur comment on s'est d'abord présenté au tout début. Voilà, parce que comme je vous l'avais dit, la première fois quand on recherchait ces partenaires-là, c'était compliqué, mais une fois qu'on a pu rentrer en contact avec le partenaire, on a eu à faire des discussions, on a montré vraiment que nous étions une équipe très crédible et le partenaire nous a fait confiance avec un premier projet pilote et les résultats vraiment ont été satisfaisants et le partenaire était très 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 content. Et après ça, le partenaire aussi nous a fait confiance avec un deuxième projet, ainsi de suite. Donc, au fait, c'est une confiance, comme on appelle ça, qui se mérite. Et là, la conférence, là où on était récemment, on est allé là-bas et le même partenaire, vraiment, il était tellement fier qu'il a même donné des exemples. Et cette fois-ci, on n'a même plus besoin même à chercher d'autres partenaires parce que ce sont ces partenaires même qui viennent vers nous parce qu'ils sont fiers du travail qui a été abattu et ils sont prêts aussi à nous accompagner encore plus par rapport à ce qui a été déjà fait. L'aboutissement de tels projets demande toujours le concours de la diplomatie burkinabé dans l'ambassade du Burkina Faso à Washington. C'est près de 2 milliards qui ont été donnés en termes de matériel médical, en termes de dons, de vivres. Et donc, toutes les fois que l'ambassade a été saisie, l'ambassade a mené les démarches auprès des autorités burkinabées afin que tous ces dons-là ne puissent pas être taxés par la douane. Donc, nous avons bénéficié des exonérations et nous profitons de votre micro pour remercier le ministère des Finances qui vraiment a été prompt toutes les fois qu'il a été sollicité. Sur le terrain, l'impact de ces efforts de l'association a été énorme, souligne la représentante du ministère de la Santé. L'impact direct, rien que pour l'année 2022, nous avons reçu un don de plusieurs conteneurs en médicaments, en matériaux, consommables médicaux de plus de 1,5 milliard de francs CFA. Et il y a encore d'autres projets en cours et ça nous a permis réellement d'impacter sur la question de la nutrition pour les enfants, les compléments alimentaires pour les femmes enceintes et tout, et aussi de prendre en charge près de 500 personnes pour la chirurgie cardiaque.
Donc cela nous a permis de réduire les évacuations sanitaires, donc de réduire les factures du ministère de la Santé et d'avoir un gain supplémentaire pour le pays. Avant cette rencontre avec les membres de l'association, il faut noter qu'une délégation de l'Arbois, accompagnée du ministère de la Santé et de l'ambassade, ont rencontré les différents partenaires en Géorgie qui n'ont pas hésité à renouveler leur confiance à l'association. Cette fois-ci, c'est l'ONG World Vision qui vient en aide à des cantines scolaires. 3 écoles dans la ville de Kupela, nous sommes dans la région du Centre-Est, ont pu ainsi être approvisionnées en vivres et dotées d'ustensiles de cuisine. Océane d'abonnés, Maxime Liboudou. Des vivres et des ustensiles de cuisine offerts à 3 écoles de la ville de Kupela. Ce don servira à l'approvisionnement des cantines scolaires de ces établissements. C'est une initiative de l'ONG World Vision qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle d'assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Nous avons le devoir de créer un environnement où chaque enfant aura la possibilité de profiter d'un repas sain et nutritif par jour à l'école, favorisant ainsi la pleine réalisation de son potentiel humain. Nous nous tenons aux côtés du secrétaire permanent de cette initiative présidentielle pour la remise des kits aux cantines scolaires. Pour le secrétaire général de la primature, la dotation va contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants scolarisés dans ces écoles. C'est le lieu pour moi de réitérer, au nom des bénéficiaires, les remerciements du gouvernement burkinabé aux partenaires World Vision. Cela témoigne de votre engagement à œuvrer aux côtés de nos populations pour une alimentation saine et équilibrée dans les cantines scolaires. Nous osons croire à la naissance d'un long et fructueux partenariat pour tous en vue d'investir dans les programmes d'alimentation scolaire assurant au moins un repas équilibré par jour à chaque élève des écoles bénéficiaires. Ce don est d'une valeur d'environ 5 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de kits aux cantines scolaires s'est ponctuée par un repas communautaire. Le partenariat entre le Programme national du volontariat du Burkina Faso et France Volontaire marque le coup. Le 100e volontaire burkinabé a quitté Ouagadougou pour la France le 4 mars. Une formation de 6 mois dans le domaine de l'agroécologie et des nouvelles méthodes en pratique agricole. C'est un voyage d'études. Avant ce voyage, il a été reçu et on lui a dit au revoir. Reportage Océane d'abonnés Arsène Konitamde. Dans quelques heures, Bruno Ouya, technicien supérieur en agriculture, quittera le Burkina Faso pour la France. Il est le 100e volontaire international burkinabé à se rendre en Hexagone dans le cadre du programme national de volontariat. Pendant 6 mois, il se fera former dans le domaine de l'agroécologie avant de revenir mettre son savoir au service de la nation. Dans le cadre de cette mission qui intervient donc dans le domaine de l'agriculture, notamment l'agroécologie et les nouvelles méthodes de pratique agricole, et en l'occurrence le hors-sol, que j'aurai l'opportunité, en collaboration avec l'école de Roville installée en France, et nous allons ensemble développer et partager les expériences au cours de cette mission qui à la fin vont me permettre de revenir au Burkina Faso et de réinvestir. En vue de célébrer le départ de Bruno Ouya, une soirée est organisée. Pour le représentant de l'ambassadeur français, cette mission qu'accomplira le volontaire est un acte de renouvellement d'un accord de partenariat entre la France et le Programme national de volontariat du Burkina. Dans un monde en pleine mutation, où le vivre ensemble est un défi pour toutes les sociétés, le développement de la réciprocité des engagements volontaires est une nécessité. Elle permet de nourrir des relations équilibrées, des liens de coopération et de solidarité entre les pays, plus solides et harmonieux. Le Programme national de volontariat s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de promotion de l'emploi et celle de la politique nationale de la jeunesse
adopté en 2008 par le gouvernement burkinabé. Sa vision est celle d'une société où chacun s'engage pour le développement de son pays à travers le volontariat. Au niveau du programme national de volontariat, nous travaillons avec le leadership du ministère en charge de la jeunesse pour développer encore davantage le volontariat international. Donc nous pensons envoyer des volontaires au Japon, envoyer des volontaires en Chine, envoyer des volontaires dans la sous-région, dans l'ensemble des pays voisins. La direction générale du programme national de volontariat invite la jeunesse burkinabé à s'engager dans le volontariat pour hisser encore plus haut le drapeau burkinabé. Et pour terminer, sport, football, éliminatoire, Cannes 2024. Pour les deux dates des 24 et 28 mars prochains, le sélectionneur burkinabé Hubert Velud a dévoilé la liste des joueurs. Ils sont au total 24 joueurs convoqués. Plus de précisions, surtout Justin Dabiri. D'accord, c'est bon. Allez, on commence. Donc le gardien de but, Hervé Kofi. Kylian Nikema, Hillel Konaté. Défenseur, Issa Kaboré, Steve Yago, Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba, Adamou Nagalo, Abdul Razak Guiebre, Nassim Innocenti, Valentin Nouma. Milieu de terrain, Adama Guira, Trova Boni, Blati Touré, Gustavo Sangaré, Cédric Badolo, Aziz Ki, Draman Kambou. Attaquant, Bertrand Traoré, Lassina Traoré, Dango Ouattara, Mamadi Bangré, Abdoul Fessal Tapsoba, Cyril Bayala. Rendez-vous donc les 24 et 28 mars prochains. Moi, je vous dis au revoir pour ce soir. Ne ratez pas notre Sport Time. C'est à 21h00 et c'est avec, vous le savez, le très talentueux Arsène Kontambi. Bonsoir et puis rendez-vous demain à 19h30. Au revoir.